J'étais en soins intensifs, en convalescence après une opération, quand la femme de mon fils a appelé et a dit: Nous n'emmènerons pas les enfants te voir. Les hôpitaux sont traumatisants. Mon fils a ajouté: Elles se souviendront de toi comme tu étais avant. Je tenais le téléphone en silence, branché aux machines. Une infirmière a essuyé mes larmes. 6 mois plus tard, ils ont appelé depuis les urgences, mais le nom sur le formulaire de contact d'urgence indiquait désormais: Je m'appelle Johanna Whittaker. J'ai 64 ans. J'ai vécu la majeure partie de ma vie à Dakar, en Géorgie. J'ai travaillé au lycée Southwest d'Albe comme secrétaire de direction pendant plus de 30 ans. On disait toujours que j'étais le calme au milieu du chaos. J'étais celle qui faisait tourner les choses quand le directeur oubliait des réunions ou quand des élèves arrivaient en pleurs parce qu'ils avaient perdu leur sac. J'aimais être utile. J'ai élevé seul mon fils unique, Aaron. Son père nous a abandonnés quand Aaron avait 7 ans. Je me souviens de cette nuit comme si c'était hier. On était assis sur le canapé à regarder Wheel of Fortune. Mon mari s'est levé pendant la pub et a dit: J'en ai assez de faire semblant que c'est ce que je veux. Puis il est parti. Je ne me souviens même plus de ce que j'ai répondu. Je me souviens juste du son d'Aaron pleurant doucement dans le couloir. À partir de ce moment, il n'y avait plus que lui et moi. Je ne me suis jamais remariée. Je suis sortie avec quelques hommes, mais ça n'a jamais fonctionné. Aaron était mon centre. Je lui ai donné mon temps, mon énergie, ma santé. J'ai accepté des responsabilités supplémentaires au travail pour payer son appareil dentaire, ses camps de sport, ses sorties scolaires. Quand il est parti à l'université avec une bourse partielle, je l'ai aidé à payer les livres et le loyer. Je me souviens avoir annulé mes propres rendez-vous médicaux juste pour être sûr que ses frais de scolarité soient réglés. Je ne regrette rien. Puis, après avoir obtenu son diplôme, il a rencontré Jenna. Au début, elle était discrète et polie. Toujours souriante, toujours reconnaissante. Elle travaillait dans la technologie, quelque chose comme ça. J'ai essayé de ne pas trop m'en mêler, mais il y avait chez elle quelque chose de froid. Elle n'était pas méchante, juste distante. J'ai pensé que c'était des différences de personnalité. Aaron avait l'air heureux, alors je souriais et je continuais. Ils se sont mariés. Ils ont eu 2 enfants, un garçon nommé Nolan et une fille nommée Brenda. Être grand-mère a été la meilleure partie de ma retraite. Je les gâtais. Je cousais des couvertures pour eux, j'achetais des livres, je faisais des gâteaux tous les dimanches. Je n'ai jamais raté un anniversaire. Quand Jenna est retournée travailler, c'est moi qui m'occupais des enfants après l'école. Personne n'avait besoin de demander. Je venais simplement. C'était ça, ma vie. Ou du moins, c'est ce que je croyais. L'année dernière, j'ai commencé à avoir des problèmes d'estomac, ballonnements, douleurs, nausées. Au début, j'ai ignoré. Je pensais que c'était du stress ou de la nourriture avariée. Quand j'ai enfin passé des examens, ils ont trouvé quelque chose d'inquiétant. Ce n'était pas un cancer, Dieu merci, mais il fallait opérer. Le chirurgien a dit qu'il valait mieux le faire rapidement. L'opération serait difficile. Je resterai à l'hôpital au moins 1 semaine, peut-être plus. J'ai prévenu Aaron. Il m'a dit: Tiens-moi au courant des détails. On s'organisera. Jenna, elle, n'a rien dit. Le jour de l'opération est arrivé. J'ai été emmenée au bloc à 6h45 du matin. Je ne me souviens de rien avant de me réveiller en soins intensifs. Ma gorge me faisait mal. Mon ventre semblait avoir été déchiré et en quelque sorte, il l'avait été. J'avais des tubes dans les bras et des machines qui bipaient de chaque côté. Une infirmière m'a dit que j'avais eu de la chance. Pas de complications. J'ai hoché la tête et je me suis rendormie. Les jours suivants ont été difficiles. Je ne pouvais pas manger. Chaque mouvement me faisait souffrir. Je devais utiliser un bassin, comme une enfant. Je ne me sentais plus digne de rien. Malgré tout, je gardais mon téléphone près de moi, espérant qu'Aaron appelle. Ou peut-être que Jenna passerait avec les enfants, juste pour une courte visite. Rien. Le 3e jour, le téléphone a enfin sonné. C'était Jenna. Sa voix était froide,
presque lasse. Salut, Johanna. Juste pour te dire qu'on ne viendra pas avec les enfants à l'hôpital. Les hôpitaux, c'est traumatisant pour eux. Ce n'est pas bien qu'ils te voient comme ça. J'étais si surprise que je n'ai rien répondu. Puis Aaron a pris le téléphone. Maman, dit-il, comme s'il m'expliquait quelque chose d'évident. On pense qu'il vaut mieux qu'elle se souvienne de toi comme tu étais avant, en bonne santé, forte. Pas comme ça. Je ne savais pas quoi dire. Ma gorge s'est serrée. Mon corps me faisait mal, mais ça, c'était une autre forme de douleur. J'ai simplement chuchoté. Très bien. Puis la ligne est restée silencieuse. Je n'ai pas pleuré à voix haute. J'ai simplement laissé les larmes couler silencieusement sur mes joues. Une infirmière s'est approchée et les a essuyées. Elle n'a rien dit, elle m'a juste serré doucement la main. C'était plus de gentillesse que je n'en avais reçu de ma propre famille. Ils ne m'ont jamais rendu visite. Ils n'ont plus jamais appelé pendant tout mon séjour à l'hôpital. Quand j'ai été autorisée à sortir, c'est Patricia, ma voisine, qui est venue me chercher. Elle m'a apporté de la soupe, a changé mes pansements, est restée éveillée tard pour s'assurer que je ne tomberais pas dans la salle de bain. Aaron n'est jamais venu. Je suis restée silencieuse. Je n'ai pas discuté, je n'ai pas exigé d'excuses, mais quelque chose en moi a commencé à pourrir. J'ai pensé à toutes ces années de sacrifice. À tous les anniversaires où je suis restée sans cadeau pour qu'Aaron ait ce dont il avait besoin. À tous les week-ends que j'ai passés seule pendant qu'il voyageait. Au Noël où j'ai mis en gage mon alliance pour lui acheter un ordinateur portable. Et me voilà maintenant, abandonnée sur un lit d'hôpital, pendant que la femme de mon fils m'expliquait, comme si j'étais un fardeau, que les enfants ne devraient pas me voir dans cet état. 3 mois plus tard, rien n'avait changé. Aaron m'a envoyé un seul message, une photo de groupe où Nolan jouait au football. Aucun mot personnel, aucun suivi. J'ai répondu avec un emoji cœur. Il n'a pas répondu. J'ai arrêté de rendre visite chez eux. J'ai cessé de proposer de garder les enfants. Je me suis éloignée en silence. Je ne voulais pas me battre. Je ne voulais pas supplier. Mais je suis allée voir mon avocat. J'ai mis à jour mon testament. J'ai retiré Aaron comme contact d'urgence et comme mandataire pour les décisions médicales. J'ai mis Patricia à sa place. Elle avait montré plus d'amour en une semaine que mon fils en un an. Et puis l'appel est arrivé. C'était un jeudi après-midi. Je lisais sur la véranda. Le téléphone a sonné. C'était les urgences de l'hôpital Grady Memorial. Bonjour, nous cherchons Johanna Whittaker. Vous êtes répertorié comme contact d'urgence pour Aaron Dillard. Vous étiez sur un ancien formulaire, mais nous constatons qu'il y a eu des mises à jour. Mon cœur s'est mis à battre à toute allure. Que s'est-il passé? L'ai-je demandé. Il a eu un petit accident. Il va bien, mais nous devons confirmer les contacts. Le dossier actuel mentionne Jenna Dillard et Patricia Long. Je me suis figée. Patricia Long? L'ai-je demandé. Oui, madame. Elle est listée comme contact secondaire. J'ai raccroché et suis allée directement chez Patricia. Elle était déjà à la porte, l'air nerveux. Je ne savais pas, a-t-elle dit. Je n'ai jamais demandé à être contact d'urgence. Peut-être qu'il a supposé, vu que je t'ai aidé. J'ai eu l'impression que l'air m'avait quitté les poumons. Mon propre fils m'avait remplacé. Remplacé par ma voisine, la seule qui avait été là quand lui ne l'était pas. Je suis rentrée chez moi et je suis restée assise dans le noir pendant longtemps. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Mais quelque chose en moi s'est définitivement verrouillé. J'en avais fini d'attendre de l'amour. Désormais, j'allais prendre soin de moi. Et, qu'il le sache ou non, il venait de déclencher une série d'événements qu'il ne pourrait pas annuler. Après cet appel de l'hôpital, je n'ai pas dormi pendant 2 jours. J'ai tout repassé en boucle dans ma tête. Aaron avait désigné Patricia comme contact d'urgence. Et pas moi, sa propre mère. Je n'ai rien dit. Je ne l'ai pas appelé. Je n'ai pas envoyé de message. J'ai simplement observé. 2 semaines plus tard,
Patricia est venue avec un cake à la banane. Elle avait l'air mal à l'aise. Il faut que je te dise quelque chose, dit-elle. Aaron est passé. Je me suis redressée. Pourquoi? Il m'a demandé d'aller chercher les enfants à l'école la semaine prochaine. Jenna part en voyage pour le travail, et lui a des réunions. Il a dit que tu es imprévisible maintenant, et qu'il ne voulait pas prendre le risque de dépendre de toi. Mon visage s'est engourdi. Je n'ai pas dit oui, a-t-elle ajouté rapidement. J'ai dit que j'avais déjà des engagements. Je l'ai remercié, mais au fond de moi, je tremblais. Imprévisible. Parlons d'imprévisible, alors. Était-il prévisible que je passerais 20 ans à élever un garçon seul, à lui donner toute ma vie pour ensuite être mise de côté comme si je ne comptais pas? Était-il prévisible qu'on me traite comme une charge dès que j'étais trop faible pour faire des gâteaux ou garder les enfants? Non. Mais je suppose qu'il était prévisible que Jenna me sorte peu à peu de leur vie. Je ne voulais simplement pas le voir. Jenna menait cette séparation depuis des années. Au début, c'était de petites choses. Il changeait les plans de vacances à la dernière minute, ne m'invitait pas au spectacle scolaire des enfants, disait qu'ils avaient déjà assez d'aide. Je laissais passer, pensant qu'elle finirait par changer, mais elle n'a jamais changé. Elle ne faisait que m'écarter, et Aaron la laissait faire. Pire, il s'est rangé de son côté et maintenant, tous les deux essayaient de me remplacer. Alors, j'ai fait un plan. Rien de bruyant. Rien de dramatique. Mais quelque chose qui ferait une différence. D'abord, j'ai rappelé mon avocat. Nous avons finalisé le trust. Pas le testament, le trust, précisément. J'ai tout organisé pour que tout ce que je possède, chaque compte, chaque centime de mon assurance vie revienne à Nolan et Brenda. Rien pour Aaron. Rien pour Jenna. L'argent serait bloqué dans un fonds auquel ils n'auraient pas accès avant que les enfants n'aient 25 ans. Et Patricia serait la gestionnaire. La clause était simple. Si quelqu'un tentait de débloquer les fonds avant l'âge requis, tout serait donné à un hôpital pour enfants. Je n'en ai parlé à personne. Ensuite, j'ai commencé à écrire un journal. J'y ai noté chaque visite manquée. Chaque fois où je m'étais proposé pour aider et avais été ignoré. Chaque fête passée seule. Ce n'était pas pour un procès. Ce n'était pas pour faire du drame. C'était juste au cas où, un jour, il tenterait de réécrire l'histoire. Pendant ce temps, Patricia continuait à recevoir de petites demandes d'Aaron. Si elle pouvait aller chercher les enfants? Les garder un samedi pour que lui et Jenna puissent se reposer un peu? Il était poli, même charmant. Je connaissais ce côté de lui. Mais tout était transactionnel. Il voulait de l'aide, pas un lien. Je n'ai jamais rien dit. J'ai simplement observé. Puis arriva l'anniversaire de Nolan, en mars. D'habitude, c'est moi qui faisais son gâteau chaque année. Cette année, je n'ai même pas été invitée. Plus tard, j'ai vu les photos sur Facebook. Gâteau acheté en magasin, décoration en plastique, Jenna souriante avec ses parents. Je n'apparaissais sur aucune photo. 2 jours plus tard, Nolan est venu sur ma véranda après l'école. Je voulais te remercier pour le kit de science. Il a dit que c'était son cadeau préféré. Je l'ai serré si fort dans mes bras que j'ai cru lui casser les côtes. Puis il a demandé. Pourquoi t'es pas venu à ma fête? Je l'ai regardé dans les yeux. Je n'ai pas été invité, mon chéri. Il a fait une tête perplexe. Mais papa a dit que c'est toi qui ne voulais pas venir. Je ne l'ai pas corrigé. Je ne voulais pas faire peser ça sur un enfant de 8 ans. J'ai simplement souri et dit. La prochaine fois, on fera peut-être notre propre petite fête. Il s'est illuminé. On pourra refaire des biscuits? Bien sûr. Ce soir-là, j'ai pleuré plus que depuis mon hospitalisation. C'est à ce moment-là que j'ai compris que je n'étais pas seulement blessée. J'étais en train d'être effacée. Ils n'étaient pas juste en train de m'oublier. Ils étaient en train de réécrire l'histoire. Et puis, il y a eu le retournement de situation auquel je ne m'attendais pas du tout. La sœur de Jenna, Melissa, m'a appelée sans prévenir. On ne s'était rencontrés que quelques fois. Elle vit à Chattanooga et ne rend jamais visite.
Je sais qu'on n'a jamais été proche, dit-elle. Mais je pense que tu dois savoir quelque chose. Quoi donc? L'ai-je demandé. Il y a des rumeurs dans la famille. Jenna raconte que tu perds un peu la tête, que tu montres des signes précoces de démence. Elle a continué. Que c'est pour ça que tu n'étais pas à l'anniversaire de Nolan. Que c'est pour ça qu'Aaron a dû s'éloigner. Mon estomac s'est noué. Quoi? L'ai-je chuchoté. Elle dit que tu oublies les conversations, que tu confonds les dates, que tu appelles les enfants par de mauvais prénoms. Moi, je n'y crois pas, mais d'autres commencent à y croire. J'étais sous le choc. Ma voix tremblait. Je n'ai jamais fait ça. Ce sont des mensonges. Je m'en doutais, a dit Mélissa. C'est pour ça que je t'en parle. Je ne sais pas quel est son plan, mais ce n'est pas correct. J'ai raccroché et je suis restée assise en silence. Ils ne faisaient pas que m'écarter. Ils étaient en train de me salir pour justifier leur comportement. Comme ça, quand je disparaîtrais de leur vie, ils pourraient dire à eux-mêmes et aux autres que ce n'était pas leur faute, que je déclinais. Mais je ne déclinais pas. J'observais. Je documentais. Et ils n'avaient aucune idée de ce qui allait arriver ensuite. Après l'appel de Mélissa, je n'ai presque pas dormi. Mon esprit ne s'arrêtait pas. Il disait que j'avais la démence. Pas seulement à la famille, mais peut-être aussi aux amis, aux voisins, aux enseignants de l'école des enfants. À tous ceux qui pourraient se demander pourquoi mamie Joanne ne venait plus. Jenna préparait le terrain pour m'effacer. Et Aaron, il la laissait faire. Ou pire, il l'aidait. J'ai commencé à enquêter. Je ne savais pas exactement ce que je cherchais, mais j'ai commencé par accéder au portail de l'école, où j'étais autrefois autorisée à venir chercher les enfants. Je n'y étais pas allée depuis des mois, mais j'avais encore mon identifiant. Disparu. Mon nom avait été entièrement retiré des dossiers scolaires de Nolan et Harper. Plus d'autorisation pour les récupérer. Aucune mention de moi comme grand-mère. Maintenant, Patricia était inscrite, avec les parents de Jenna. Aucune mention de moi. C'était comme si j'étais morte et que personne n'avait pris la peine de me le dire. Alors, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé faire. J'ai pris rendez-vous avec ma médecin. Je lui ai tout raconté. J'ai demandé une évaluation cognitive complète, résultats écrits, tout. Elle était un peu confuse, mais n'a pas posé trop de questions. On a fait les tests, mémoire, raisonnement, résolution de problèmes, coordination motrice. J'ai réussi tous les tests. En fait, mes scores étaient au-dessus de la moyenne pour mon âge. Je ne vois aucun signe de déclin cognitif, Johanna m'a-t-elle dit. Pourquoi vouliez-vous faire ces tests? Je n'ai pas répondu. J'ai simplement demandé une version écrite. J'en ai fait 3 copies. J'en ai gardé une dans ma boîte ignifuge, une chez mon avocat, et la 3e, je l'ai mise dans une enveloppe scellée, sur laquelle j'ai écrit à la main le nom d'Aaron, et je l'ai laissée à Patricia. Je lui ai dit. Si un jour on dit que je ne sais plus ce que je fais, remets ça à la personne concernée. Elle a hoché la tête. Elle n'a posé aucune question. C'est ça que j'aimais chez Patricia. Mais les règles du jeu avaient changé. Ce n'était plus seulement de la négligence. C'était une question de contrôle. Et j'ai commencé à remarquer d'autres choses. Au début, je pensais être paranoïaque, mais tout avait du sens. Nolan avait arrêté de m'envoyer des messages via sa tablette. Avant, il m'envoyait de petits mots comme « coucou »,« mamie » ou des photos de ses dessins. Puis, plus rien. J'ai demandé à Patricia, et elle m'a dit que Jenna avait mis de nouvelles restrictions sur l'appareil. Pas de message vers l'extérieur, a-t-elle dit à Nolan. Pour sa sécurité. Le genre de sécurité qui empêche un enfant de parler à sa grand-mère. Je n'ai rien dit. Pas de scandale. Pas de message en colère. C'était exactement ce qu'il voulait que je fasse, pour ensuite pouvoir dire que j'étais instable. À la place, j'ai attendu. Et puis, au moment où je pensais qu'il ne pouvait pas aller plus loin, quelque chose s'est produit qui m'a montré exactement à qui j'avais affaire. C'était en avril, un samedi ensoleillé. J'étais allée faire les courses. Je poussais mon chariot sur le parking quand j'ai vu le SUV d'Aaron.
Jenna conduisait. Aaron était côté passager. Les enfants étaient à l'arrière. Ils m'ont vu. Je sais qu'ils m'ont vu. Mais la voiture ne s'est pas arrêtée. Jenna a tourné la tête. Aaron a fixé droit devant, comme si j'étais invisible. Brenda a posé sa petite main contre la vitre. Puis ils sont partis. Je suis restée là, au milieu du parking, tenant une lasagne surgelée, avec l'impression qu'on venait de me voler tout l'air de mes poumons. Et c'est à ce moment-là que je n'ai plus ressenti de tristesse. C'est à ce moment-là que j'ai ressenti de la colère. Pas le genre de colère qui fait hurler ou tout casser. Le genre de colère silencieuse. Celle qui fait des plans. Je suis rentrée chez moi. J'ai fait une liste. Je l'ai intitulée. S'ils veulent que je disparaisse, voyons comment ils gèrent ça. Étape 1, j'ai appelé Mélissa. Je lui ai raconté pour mon exclusion à l'école, le formulaire d'urgence à l'hôpital, le blocage de l'iPad. Elle était horrifiée. Ils sont en train de t'isoler, a-t-elle dit. J'ai déjà vu ça, c'est typique dans les cas de maltraitance envers les personnes âgées. Étape 2, j'ai commencé à préparer de petits cadeaux pour les enfants, des bricolages, des lettres, des carnets. J'ai daté chacun et les ai placés dans une boîte étiquetée. Pour quand vous serez assez grand pour poser des questions. Je ne les laisserai pas grandir sans connaître la vérité. Étape 3, j'ai parlé avec le pasteur de l'église que je fréquentais avec Aaron avant que Jenna ne commence à être mal à l'aise avec la religion organisée. Je lui ai tout raconté. Je lui ai demandé de filmer une conversation avec moi. Simplement, en vidéo. J'ai parlé de ma vie, de ma santé, de mes souvenirs, de ma famille. J'ai regardé la caméra et j'ai dit. Je suis totalement lucide. Je ne suis pas confuse. Je sais ce qui se passe, et je vous pardonne. Mais je ne vous laisserai pas m'effacer. Il hochait la tête tout du long. Il a dit. Tu n'es pas folle, Johanna. C'est eux qui ont quelque chose à cacher. J'ai fait 3 copies de cette vidéo. Une pour les archives du Trust, une pour la boîte à souvenirs des enfants, et une dernière pour le jour où les mensonges de Jenna reviendraient lui exploser au visage. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Patricia est arrivée avec une expression étrange. Je crois que Nolan commence à se rendre compte, m'a-t-elle dit. Comment ça? Il m'a demandé pourquoi tu n'avais pas appelé à Pâques. Il a dit, tu faisais toujours ces petits biscuits en forme de lapin. Et il a demandé, est-ce que mamie a oublié qu'on existe? J'ai secoué la tête, le cœur serré. Je lui ai dit, peut-être qu'elle n'a pas oublié, a raconté Patricia. Peut-être que parfois, les adultes cachent des choses aux enfants. Le lendemain, Nolan a laissé un mot dans la boîte aux lettres de Patricia. Il disait. Mamie, si tu reçois ça, tu me manques. Je ne t'ai pas oublié. J'ai encore tes chaussettes avec les dinosaures. Avec amour, Nolan. J'ai pleuré en lisant ça. Et là, j'ai pris ma décision. Je n'allais pas seulement survivre à leurs mensonges. J'allais brûler tous les ponts qu'ils avaient construits sur des mensonges. Et quand le moment viendrait, ils découvriraient ce que ça fait d'être coupé. Pas seulement de l'argent ou du confort, mais du genre d'amour qu'ils croyaient pouvoir tenir pour acquis. Parce que je n'avais pas besoin de crier. Pas besoin de confrontation. J'avais seulement besoin d'attendre. Et pendant que j'attendais, j'ai construit une vie sans eux. Un héritage qu'ils ne pourraient pas toucher. Et une revanche qu'ils ne verraient jamais venir. 6 mois ont passé depuis cette lettre de Nolan. Je n'ai pas répondu, du moins, pas directement. J'en avais envie, tellement envie. Mais je savais que si je le faisais, cela causerait des problèmes. Jenna m'accuserait d'avoir franchi des limites. Et Aaron céderait, comme toujours. Je savais que la seule façon de toucher ses enfants était d'attendre d'avoir quelque chose qu'on ne pourrait pas nier. Quelque chose de permanent. Et ce moment est arrivé plus vite que je ne l'aurais cru. Fin octobre, j'ai reçu un nouvel appel de Mélissa. Sa voix était tendue, comme si elle retenait ça depuis des jours. Tu dois savoir ce que Jenna est en train de faire, a-t-elle dit. Elle a dit au patron d'Aaron que tu avais été diagnostiqué avec un Alzheimer précoce. Elle a dit que c'est pour ça qu'il est distrait au travail.
Elle t'utilise comme excuse pour ses erreurs. Quoi? Ai-je répondu, choquée. Mais, c'est de la diffamation. J'ai la preuve par écrit, dit Mélissa. Elle m'a envoyé le message par erreur. Il était destiné à sa mère. Elle me l'a transféré. J'ai ouvert. Aaron est encore en retard au travail. Il a dit à son patron que c'est à cause de l'état de santé de sa mère, qui empire rapidement. Impact émotionnel. Ils ont cru. J'ai fait une capture d'écran. J'ai imprimé. Je l'ai ajouté au dossier avec les documents de l'école, les papiers de l'hôpital, la vidéo avec mon pasteur, les résultats médicaux, et les lettres de Nolan. J'ai appelé mon avocat. Il est temps d'activer le trust, ai-je dit. Il a hésité. Vous êtes sûr? Oui. Mais je veux ajouter une dernière clause. Je lui ai expliqué ce que je voulais. Il a dit. C'est sévère. C'est honnête, ai-je répondu. Une semaine plus tard, j'ai organisé un brunch chez moi. J'ai invité Patricia, Mélissa, mon avocat et le pasteur. Nous nous sommes tous assis autour de la table de la salle à manger pendant que je signais la version finale du trust et du testament. Les termes étaient blindés. Tout ce que je possédais. Ma maison, mes économies de retraite, mon assurance vie. Serait placé dans un fonds protégé pour Nolan et Brenda. Ils n'y auraient pas accès avant leurs 25 ans. Et si quelqu'un contestait le trust, n'importe qui, en particulier Aaron ou Jenna. La totalité serait donnée à une ONG qui aide les personnes âgées victimes d'abus et d'abandon. Mon avocat, le pasteur et Patricia ont signé en tant que témoins. Mais ce n'était pas tout. Il y avait une dernière clause. Personnelle. Une lettre adressée à Nolan et Brenda. Scellée. Dedans, je racontais tout. Sans amertume. Pas pour monter les enfants contre leurs parents. Mais pour dire la vérité. J'ai écrit. Vos parents ont fait des choix. Ils n'ont pas été honnêtes. Ils ne m'ont pas traité avec bonté quand j'en avais le plus besoin. Mais cela ne signifie pas que j'ai cessé de vous aimer. Je n'ai jamais cessé. Ce trust n'est pas une vengeance. C'est la preuve que je crois encore en vous. Vous pouvez grandir et devenir meilleur que ce que vous avez vu. Je crois que vous le serez. Un mois plus tard, quelque chose s'est produit qui a tout changé. Aaron a perdu son emploi. Mélissa avait raison. Il avait des performances médiocres depuis un moment. Il avait toujours des excuses, mais son patron ne le croyait plus. Alors la sœur de Jenna a divulgué le message, celui où elle disait que mon état empirait, et qu'elle riait d'avoir menti à son employeur. Les ressources humaines se sont impliquées. Ce n'était pas seulement un manque de professionnalisme. C'était de la diffamation personnelle envers une tierce personne. En l'occurrence, moi. Aaron a été licencié. Il m'a appelé 2 jours plus tard. La première fois depuis plus d'1 an. J'ai failli ne pas décrocher, mais je l'ai fait. Sa voix était basse. Maman, j'ai besoin de te parler. Je t'écoute. Je sais qu'on s'est éloigné. Les choses sont devenues compliquées. Jenna et moi, on n'a pas géré ça comme il fallait. Tu as menti sur moi à ton patron. Il a fait une pause. Ce n'était pas moi. C'était Jenna. Elle voulait juste aider. Non. Elle voulait contrôler le récit. Et toi, tu l'as laissé faire. Il n'a pas nié. J'ai perdu mon travail, t'a-t-il dit enfin. On est en difficulté. Je sais que j'en demande beaucoup, mais, si jamais il t'arrivait quelque chose, j'espère que tu penseras à nous aider. Pour les enfants. J'ai attendu. Puis j'ai dit. Il y a un trust pour les enfants. Tout ce que je possède leur est destiné. Tu n'en es pas bénéficiaire. Silence. Il n'a rien dit pendant 10 longues secondes. Tu es en train de m'exclure? Je l'ai déjà fait. Il a commencé à hausser le ton. Tu es sérieuse? Après tout ce que j'ai fait pour toi? Je l'ai interrompu. Tout ce que tu as fait pour moi? Tu veux dire, m'abandonner aux soins intensifs? Dire à tes enfants que je ne me souciais pas d'eux?
Laisser ta femme convaincre tout le monde que j'avais la démence? Me remplacer sur les formulaires de l'hôpital? Mentir à ton travail? C'est ça, tout ce que tu as fait pour moi. Il est resté silencieux. Tu devrais te regarder dans un miroir, Aaron. Je t'ai élevé mieux que ça. Mais j'en ai assez d'attendre que tu te comportes comme un fils. J'ai raccroché. Je n'ai plus jamais entendu parler de lui. Avançons jusqu'à aujourd'hui. Cela fait 9 mois depuis cet appel. Jenna l'a quitté. Elle a emmené les enfants et est retournée vivre chez ses parents. Aaron a emménagé dans un appartement plus petit. Il a tenté de créer son entreprise. Ça a échoué. La dernière nouvelle que j'ai eue, c'est qu'il travaille maintenant dans un entrepôt. Patricia vit toujours à côté. On prend un café ensemble tous les samedis. Nolan et Brenda vont bien. Melissa m'envoie toujours des nouvelles. Elle vient me voir quand elle le peut. C'est la seule de cette famille qui a compris le jeu de Jenna depuis le début. Quant à moi, je ne me suis jamais sentie aussi lucide. Je vais chez le médecin tous les 6 mois. Aucun signe de déclin cognitif. J'ai commencé à faire du bénévolat dans un refuge pour femmes. Je lis des histoires aux enfants. J'apporte des biscuits. Et de temps en temps, je sors ma boîte à souvenirs remplie de lettres, de photos, de journaux et j'y ajoute quelque chose de nouveau. Un jour, ces enfants seront assez grands pour l'ouvrir, lire, comprendre. Et ce jour-là, ils sauront. Leur grand-mère ne les a jamais oubliés. Elle a été mise de côté. Mais elle n'a jamais cessé de croire en eux. Commentaire Madame Reddit. Cette histoire est un puissant rappel que l'amour et la dignité ne sont jamais garantis, ils doivent être mérités, surtout au sein de la famille. La force de Johanna, qui non seulement a survécu à la négligence et à la trahison, mais s'est aussi relevée avec grâce et une détermination claire, est inspirante. Parfois, les combats les plus durs se mènent dans le silence, avec patience et résilience. Et le véritable héritage ne réside pas seulement dans ce que nous laissons derrière nous, mais dans l'amour et la vérité que nous transmettons, même lorsque ceux qui nous sont les plus proches tentent d'effacer notre existence. L'histoire de Johanna nous montre l'importance de tenir bon et de protéger ce qui compte vraiment. L'amour, l'honnêteté et la famille dans son sens le plus authentique. Et ainsi se termine une autre histoire bouleversante tirée de Reddit. Si vous avez aimé, laissez un like, partagez et abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres récits incroyables. Ne manquez pas le prochain épisode.